Dans ce cinquième chapitre, on va voir comment on peut faire de nos clients des ambassadeurs de notre marque. Alors, acquérir de nouveaux clients peut être un objectif à part entière, mais vos efforts ne doivent pas s'arrêter là. En fait, c'est maintenant que commence une nouvelle forme de relation avec vos ou votre client. Alors, une relation basée sur l'engagement, bien sûr. En échange de son argent, votre client s'attend maintenant à ce que vous répondiez à son besoin. Alors, il y a différentes façons de répondre à un même besoin et donc différentes façons d'entretenir une relation avec votre client. Si vous voulez que cette relation soit durable et que ce client devienne fidèle, il n'y a pas de secret. Vous devrez tout simplement le satisfaire. Alors, cela coûte moins cher que faire revenir un client satisfait, heu, bien sûr que d'en faire, venir à nouveau. Par définition, un client fidèle aura moins tendance à partir chez la concurrence. La rétention de trafic et de clientèle est un enjeu majeur. À l'inverse, cela coûtera plus cher de faire revenir un client insatisfait que d'en acquérir un nouveau. Pour mieux comprendre la satisfaction client, je vous invite à la voir de la manière suivante. Alors, certains clients ont naturellement un niveau d'attente très haut, d'autres plus bas, et rares sont ceux qui s'attendent à une expérience négative. Sinon, ils ne seraient pas clients chez vous, bien sûr. Alors, dans un cas comme dans l'autre, si vous délivrez une expérience client d'un niveau inférieur aux attentes du client, vous allez générer de l'insatisfaction. Imaginez maintenant quand vous fasse payer un premium pour des vêtements Cosuma, mais qu'à la place, on vous livre des vêtements industriels faits à la chaîne. Pour cela, on va apprendre euh, comment délivrer une expérience d'achat à la hauteur des attentes de vos clients. Alors, la règle dit que la satisfaction d'un client égale euh, à l'expérience vécue par ce client moins ses attentes. Alors, en plus de vous efforcer de délivrer la meilleure expérience possible, vous pouvez donc jouer sur les attentes du client. Faites attention à ne pas créer non plus des attentes supérieures à l'expérience client que vous pouvez effectivement délivrer. Alors, à l'inverse, ne créez pas des attentes intentionnellement inférieures à ce que vous pouvez délivrer. Certes, vous assurez une satisfaction client positive, mais si vous sous-vendez votre offre, vous aurez aussi plus de mal à acquérir des clients. Vous devrez donc trouver un équilibre entre survendre et sous-vendre votre produit. Pour ça, je vous conseille de décrire votre offre de manière fidèle et en avant-vente et d'en faire juste un peu plus de ce que vous vous êtes engagé à faire pendant et après la vente. Par exemple, vous pouvez promettre à vos clients une livraison sous 5 jours et la faire mieux, c'est-à-dire et la faire livrer en 3 jours. Sinon, ajouter un cadeau au colis ou encore offrir une promotion sur le prochain achat. Alors, le minimum que vous puissiez faire est de demander au client s'il a bien été satisfait par votre offre, même s'il n'était pas complètement satisfait. Le simple fait que vous posiez la question montre que vous êtes dans une démarche d'amélioration et que vous êtes au moins à son écoute. S'il juge qu'un aspect de votre service n'est pas convenable, vous lui permettrez ainsi d'exprimer sa frustration plutôt que de l'accumuler, au pire, pire encore, l'exprimer auprès de quelqu'un d'autre. Vous pouvez bien mesurer la satisfaction
ou encore l'insatisfaction d'un client de plusieurs façons. Dans cette formation, je vais vous en présenter deux très brièvement. Alors, le CSAT ou Customer Satisfaction Score est une première méthode. C'est aussi la plus répandue. Vous la connaissez peut-être pas sous ce nom, mais vous l'avez certainement déjà utilisée en tant que client. Donc, elle consiste simplement à demander à vos utilisateurs ou à vos clients de vous donner une note de 1 à 5 par ordre, comme dans notre cas, par ordre progressif. Donc, la première note va représenter donc le pas du tout satisfait. La note 2, c'est plutôt insatisfait. La note 3, moyennement satisfait. 4, plutôt satisfait. Et 5 est la meilleure, tout à fait satisfait. Donc, cette méthode vous permet donc de collecter des données relativement simples à traiter en demandant un effort minimal à votre client. Donc, voyez bien sûr les feedbacks négatifs comme des opportunités pour vous améliorer et pas forcément comme un point négatif. Alors, si un de vos clients juge euh, que votre produit ou votre service ne l'a pas du tout satisfait, vous pourrez alors lui demander ce qui lui a déplu. Et pour ce faire, donnez-lui la possibilité d'expliquer son insatisfaction dans un champ texte opérationnel. Par exemple, ainsi, vous récoltez un feedback à la fois quantitatif, score sur 5, comme on a vu, et qualitatif via une explication du problème. Alors, la deuxième méthode, c'est le NPS ou le Net Promoter Score, qui est une autre méthode qui consiste à demander, on va dire, dans quelle mesure l'utilisateur serait prêt à recommander votre produit à ses amis ou ses collègues. On l'invite à exprimer sa réponse sur une échelle allant de 1 à 10. Et ici, vous allez peut-être vous demander quelle est donc la différence entre la première et la deuxième méthode. Vous allez même penser qu'il s'agit de la même chose. Mais là, je vous explique donc la légère différence entre les deux indicateurs. Alors, la première méthode ou le premier indicateur, le CSAT, c'est la satisfaction d'un client à un moment précis, alors que le NPS permet de savoir la probabilité que cet utilisateur vous recommande de manière générale. Alors, cette méthode est, comme on a expliqué, est légèrement différente dans le sens où la question posée ne donne pas seulement une indication de la satisfaction de l'utilisateur en question, mais aussi de celle de son entourage. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur pense-t-il que son entourage pourrait être aussi satisfait de votre offre que lui? Donc, elle permet de mesurer la probabilité que l'utilisateur devienne un ambassadeur de votre offre. La question est aussi une invitation implicite à recommander votre produit. Alors, en fin de compte, il n'y a pas un de ces deux indicateurs qui est le meilleur que l'autre, on va dire. Ils mesurent tous les deux simplement quelque chose de légèrement différent. On dit que des clients satisfaits sont les meilleurs vendeurs. Transformer vos clients en ambassadeurs, vous devez donc faire en sorte que l'enthousiasme de votre ou pour votre produit soit contagieux. Pour arriver à ce niveau de fidélité, l'utilisation de votre produit se doit d'être gratifiante et votre relation client doit aller au-delà de la simple transaction utilitaire. Votre client doit s'investir émotionnellement dans votre entreprise au point de s'identifier à votre marque. C'est notamment à ce stade qu'une forte image de marque peut faire de la différence. Si vous avez déjà parlé avec un fan des produits
Apple, par exemple, vous savez de quoi je parle. On parle alors parfois de marketing évangéliste, ce qui désigne l'ensemble des techniques marketing qui visent à créer plus que de la confiance, mais plutôt une véritable foi dans un produit ou une entreprise, d'où l'empreinte de la terminologie religieuse. Alors, pour créer une relation aussi forte, les valeurs de votre entreprise doivent je dirais, aligner ou être aligné avec le système de valeurs du consommateur que vous cherchez à évangéliser. La valeur qu'Apple met en avant et qui semble résonner chez ton de gens est la réactivité. Donc, en articulant son image de marque autour de cette valeur, le message d'Apple résonne chez tous les consommateurs aspirant à un mode de vie créatif. Toutes les organisations n'ont pas les ressources suffisantes pour construire une plateforme de marque aussi puissante que celle d'Apple. Si on revient à l'exemple d'Apple. Donc, si votre organisation n'a pas cette chance, sachez qu'il existe d'autres techniques plus faciles à mettre en place pour fidéliser vos clients et les transformer en ambassadeurs. Exemple de technique plus facile, comme j'ai dit, à mettre en place pour fidéliser vos clients et le transformer en ambassadeur, on a soit le bouton de partage ou encore le programme de parrainage, comme on peut voir sur cette image qui nous représente donc un programme de parrainage de la société Uber Eats. Donc, comme on peut voir, il y a deux boutons parrainer par SMS ou encore parrainer par mail. C'est une méthode à la fois très facile, très pratique, qui ne prend pas beaucoup de temps et efficace à la fois. Alors, notez que les mécanismes de fidélisation et de recommandation fonctionnent mieux lorsque vous offrez une réponse à votre utilisateur. Les réponses peuvent avoir une valeur financière ou sociale. Financière, comme les tarifs dégressifs en fonction de la fidélité, par exemple, ou encore sociale, comme donner le plaisir d'offrir, simplement. Alors, certains programmes de parrainage vont jusqu'à payer les utilisateurs pour chaque recommandation. Et c'était notamment le cas d'Uber, lorsqu'ils ont lancé leur service de livraison de nourriture Uber Eats. Donc, à chaque fois qu'un client Uber Eats en parrainait un autre, il recevait 10 euros de réduction pour sa première commande. Donc, en plus du plaisir d'offrir 10 euros de réduction sur la première commande du filleul. Alors, à travers cette offre de parrainage, le coût d'acquisition d'un nouveau client était de 20 euros, citons, et que le parrain et le filleul commandent tous les deux. Et donc, pour qu'une telle opération soit rentable, il faut donc qu'elle rapporte plus de 20 euros. Vous souhaitez ainsi approfondir la stratégie de fidélisation de votre client, vous pouvez retrouver donc ça dans la partie qui suit. Alors, comment calculer la valeur de chacun de vos clients? La valeur à vie d'un client ou la CLV, Customer Lifetime Value en anglais, la somme des produits ou des profits, pardon, la somme des profits apportés par un client moyen sur toute la durée de votre relation commerciale. C'est un indicateur suprême. Il faut le considérer ainsi car c'est le seul qui vous permet de savoir quel est votre coût maximal d'acquisition pour un client. Autrement dit, jusqu'à combien vous pourriez payer pour acquérir un nouveau client. Et donc la CLV ou la valeur à vie d'un client permet donc d'identifier la limite à ne pas franchir pour ne pas perdre de l'argent sur votre ou vos campagnes d'acquisition.
En théorie, tant que vous êtes en dessous de ce coût maximal d'acquisition, votre campagne sera profitable. Il y a évidemment différentes façons de calculer la CLV. Si vous voulez la valeur à vie exacte d'un client, vous devrez prendre en compte une dizaine de facteurs. Ces informations sont parfois difficiles à collecter et pour cette formation, donc la valeur à vie approximative d'un client sera bien suffisante. Je vous propose donc la formule simplifiée suivante. La valeur à vie approximative d'un client égale à la valeur d'une commande moyenne fois le nombre de commandes moyen par client moins le coût d'acquisition moyen d'un client. Donc, dans le cas de la boutique en ligne babyfashion.fr par exemple, si la valeur d'une commande moyenne est de 60 euros, hors coût d'acquisition bien sûr, en considérant que le panier moyen est de 100 euros et que le coût de revient de ce panier est de 40 euros, que les clients commandent en moyenne 2 fois chacun et que le coût d'acquisition moyen d'un client est de 10 euros. Alors, la valeur à vie approximative d'un client Baby Fashion va être calculée comme suit. 60 fois 2 moins 10 qui nous donne 110 euros logiquement. Arnaud et Zoé, qui sont les responsables de Baby Fashion, comme on a vu plus tôt dans le cours, si vous vous en rappelez, ne perdent pas directement d'argent tant que leur coût d'acquisition d'un client ne dépasse pas 120 euros. Coût d'acquisition maximal d'un client égale à 60 fois 2, ce qui nous donne 120 euros. Alors, 120 euros pour acquérir un client, ça reste énorme, non? Et donc, rappelez-vous cependant que cette limite dépend fortement du nombre moyen de commandes par client. Arnaud et Zoé estiment que les clients commanderont 2 fois chacun, ce qui est très optimiste. Si les clients ne commandent qu'une fois chacun en moyenne, le coût maximal d'acquisition d'un client sera, lui, aussi divisé par 2. Ils commenceront alors à perdre directement de l'argent dès qu'ils paieront plus de 60 euros pour acquérir un client. Alors, ainsi, pour augmenter la profitabilité de leur boutique en ligne, Arnaud et Zoé peuvent fidéliser, par exemple, leurs clients pour qu'ils reviennent plus souvent, augmenter la valeur moyenne d'une commande en faisant en sorte d'augmenter le panier moyen ou en baissant le coût de revient, et finalement baisser leur coût d'acquisition. Alors, notez que Arnaud et Zoé ont créé Baby Fashion. Ce n'est pas seulement pour ne pas perdre d'argent, mais pour gagner leur vie. Et atteindre simplement le point mort n'est donc pas une fin en soi. Alors, arrivons à la fin de ce chapitre. En résumé, donc, vos clients peuvent donc devenir vos meilleurs vendeurs. Et pour cela, vous devez, on a vu 4 étapes ou 4 points essentiels. Premièrement, vous devez vous assurer d'obtenir une satisfaction élevée en proposant une expérience à la hauteur des attentes de vos clients. Soit, deuxièmement, mesurer cette satisfaction pour pouvoir la maintenir et l'améliorer au fil du temps. Soit, troisièmement, fidéliser vos clients en leur demandant d'acheter à nouveau ou de vous recommander. Et quatrièmement et dernièrement, calculer la valeur de chacun de vos clients afin de pouvoir planifier des opérations marketing pour les trouver, mais aussi les garder, ce qui coûte en général moins cher. Alors, à ce stade, vous êtes désormais prêt à dérouler votre plan d'action marketing à chaque étape du cycle de vente et à en optimiser les performances.
Et nous voilà déjà à la fin de cette partie. Donc, j'espère que vous avez appris le maximum de cette partie et de ces chapitres aussi. Alors, tout d'abord, vous avez appris, commençons par le début ou le tout début, vous avez appris à définir le marketing digital, n'est-ce pas? Et à en reconnaître les bonnes applications. Puis, vous avez découvert comment créer votre propre plan de marketing digital. Et enfin, dans cette dernière partie, vous avez obtenu quelques clés pour passer à l'action et obtenir des résultats tout au long du cycle de la vente. Alors maintenant que vous maîtrisez les fondamentaux du marketing digital, vous avez les clés pour explorer ces nombreux sous-domaines plus en détail. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie qui suit. Comme promis, bien sûr, ou comme je vous ai promis plus tôt dans le cours. Donc, je vous ai choisi comme sous-domaine à voir en détail l'emailing.